Amis auditeurs, auditrices de l'AFM Orient-Fait, bienvenue et merci de votre attention. Vous suivez aujourd'hui une émission sur le thème « Le processus électoral au Bénin ». Que retenir pour exprimer mes droits de vote? Ainsi, Avança ONG avec l'USAID, réagir aux données d'alerte et de réaction précoce en Afrique de l'Ouest. Ainsi, la présente émission porte sur le processus et reçoit pour vous Madame Roba Modukpe-Jeuni. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour arriver chez nous, c'est un plaisir pour nous. On ne peut que vous remercier. Merci bien. Merci à vous aussi, madame. J'ai aussi Guillaume Otekoton. Il est un agent de la société civile. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis très content de vous rencontrer ce soir. Le plaisir est partagé. Et avec vous, chers invités, nous allons parler tout de suite de ce qu'il faut retenir pour exprimer ses droits de vote en tant qu'un bon citoyen. Et je vous retrouve après ceci. Voilà, nous venons de savourer de cette belle sonorité qui nous fait parvenir de très beaux messages assainis de conseils. Roba Modukpe-Jeuni, ma toute première question que j'ai dans la tête, dites-moi, qu'est-ce qu'un processus électoral? Merci, monsieur le journaliste. Les termes processus électoral désignent ordinairement l'ensemble des opérations nécessaires au bon déroulement des élections. Voilà ce que je peux dire à ce niveau pour le moment. D'accord, merci. Peut-être que monsieur Guillaume Otekoton aussi a quelque chose à ajouter. Oui, ce que je pourrais compléter, c'est l'organisation mise en place par rapport à la structure organisatrice pour le déroulement des élections. C'est ça le processus pour permettre à tous les citoyens qu'il n'y ait pas de dérapage par rapport aux élections. Ça, c'est ce que moi je comprends par rapport au processus. Et peut-être les lois mises en place pour encadrer le déroulement des élections. On va revenir sur les lois tout à l'heure. Je me retourne encore vers vous, Madame Modukpe. Existe-t-il des lois qui régissent ce processus électoral au Bénin, puisque certainement, on doit en avoir. Nous sommes dans un pays quand même démocratique. Et justement, monsieur le journaliste, il existe bien
des lois qui régissent ce processus électoral. Et au nombre de ces lois, nous pouvons citer ici la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990, révisée par loi constitutionnelle numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Aussi, il y a la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. D'accord, vous venez de citer quelques lois et je ne sais pas si M. Guillaume a quelques-unes à nous citer. Oui, vous savez, au niveau de l'État, pour mener une action encadre cette action par rapport à des lois ou des arrêtés. Donc, nous ne pouvons pas citer toutes les lois ici, mais je pourrais compléter par la loi 2020-13 du 4 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. La loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin. Il y a aussi d'autres lois qu'on ne peut pas citer, mais quand même, c'est des lois pour permettre aux citoyens de comprendre que pour organiser une élection, il y a quand même des lois qui encadrent l'élection pour qu'il n'y ait pas de dérive. D'accord, toujours avec vous. Je veux savoir les étapes d'un processus électoral. Oui, pour organiser une élection ou toute action, il faut l'avant, c'est-à-dire le début, l'intérieur, c'est-à-dire pendant l'organisation et l'après l'organisation des élections. Donc il y a l'avant, pendant et après les élections. Madame Roba Modoupe-Jeuni, qu'est-ce que vous avez à ajouter à cette question de savoir les étapes d'un processus électoral au Bénin? Pour organiser une élection au Bénin dans un pays démocratique, il faut une période préélectorale, une période électorale et une période post-électorale. C'est-à-dire? Il faut un temps pour préparer les élections, c'est ça on désigne pas près, qui est avant, et période électorale, le moment du déroulement même des élections, c'est ça j'ai appelé pendant, et puis après, qui est post, c'est-à-dire après les élections. D'accord. Et dites-moi, qui peut participer à ce processus électoral, par exemple? Un bon citoyen peut participer à ce processus électoral. Et du moment où les éléments, c'est-à-dire les structures sont déjà mises en place, et il ressort que tout citoyen doit pouvoir participer alors à cette élection. Alors, la première phase qui est avant les élections. Cette phase est constituée de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée appelée communément l'EPI, la déclaration et la validation des candidatures, la campagne électorale. Et au niveau de la deuxième phase, qui est pendant les élections, elle est constituée, c'est-à-dire cette période est constituée du déroulement de l'opération du vote du jour du scrutin. La troisième phase, qui est après les élections, constitue, elle est relative à la proclamation, c'est-à-dire cette phase est relative à la proclamation des résultats et à la gestion des contentieux. C'est-à-dire si les gens n'ont pas su, s'il y a quelque part il y a des trucages, il faut aller. Donc il faut porter des recours. Des recours, voilà. Donc il faut porter des recours. D'accord. Oui. Et Monsieur Guillaume, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Madame Roba Jeuni? Oui. D'abord il faut, pendant la préparation, ce que nous appelons avant les élections, il faut quand même recueillir ou prendre les dossiers des candidats. La liste électorale doit être mise à jour, publiée partout pour que si peut-être il y a des gens décédés, il y a des gens qui ont voyagé, des gens qui veulent quand même sortir de leur localité pour une autre localité, tout ça là, c'est l'avant-élection ça. Maintenant, quand tout ça là est mis en place, il reste maintenant l'organisation des élections proprement dites, qui consiste à publier la liste électorale. Les candidats doivent
faire la campagne et maintenant le dernier jour, c'est le jour du scrutin. C'est ce que je pourrais ajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire. Madame Roba veut encore ajouter quelque chose ou bien revenir sur un aspect. Oui, entre-temps, vous avez posé une question très intéressante. Vous allez parler de qui peut participer à ces processus électoraux. Et je crois que c'est les acteurs du processus électoral qui peuvent participer. Qui sont alors ces acteurs? Nous avons le président de la République qui convoque le corps électoral conformément à la Constitution et au code électoral. Il y a aussi le Sénat, c'est-à-dire la Commission électorale nationale autonome qui organise les élections. Après, nous avons la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats des élections législatives et présidentielles et connaissent de leur contentieux. Et il y a aussi la société civile. Monsieur Atekoutan est là, il peut le témoigner. Il y a la société civile qui fait les observations sur le terrain. Et surtout les citoyens et citoyennes qui doivent aller voter pour leurs candidats. D'accord. Comme si M. Atekoutan est là, il va nous aussi parler du rôle fondamental de la société civile dans ce processus électoral. Oui, merci monsieur le journaliste. La société civile, son rôle est de surveiller le scrutin avec la Sénat, la Cour constitutionnelle, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce qu'il peut y avoir contestation après les élections. Et si la société civile est là pour, au fur et à mesure, recueillir des informations de quelques bureaux de vote pour quand même voir si effectivement il se pourrait que dans les bureaux de vote où la société civile est présente, qu'un candidat puisse dire « Ah, dans tel bureau de vote, on a truqué les élections » ou dans tel bureau de vote, on a fait ci, on a fait ça. Par rapport à ça, nous sommes là pour veiller, contrôler ce qui se passe ce jour-là et rendre compte à la plateforme pour que la plateforme, avec la Sénat, un jour puisse dire que les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans la transparence. Et Madame Roba et Johnny, vous avez cité surtout mis l'accent sur un aspect là, lorsque vous citez les acteurs du processus électoral, c'est-à-dire qui peuvent participer à ce processus électoral, et vous avez mis l'accent sur les citoyens et citoyennes qui doivent voter pour leur candidat. Et dites-moi, qu'est-ce que le droit de vote pour un citoyen? Et le droit de vote pour un citoyen, c'est l'expression libre et volontaire du citoyen ou de la citoyenne de choisir son candidat ou de sanctionner des candidats. Et c'est ce que je peux dire pour le moment, ça peut venir encore. D'accord. Que l'inspiration vienne tôt pour nous. Monsieur Guillaume Atekoutan, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce niveau? Oui, le citoyen, d'abord, c'est le vote, c'est pour désigner un candidat, c'est-à-dire désigner quelqu'un qui puisse gérer le pays. Et quand vous, en tant que citoyen, vous n'allez pas voter, ça veut dire que si on choisit quelqu'un demain, même si ce n'est pas bon, c'est pour vous. Donc, il faudrait que tout citoyen, tout homme qui a l'âge de voter à partir de 18 ans et qui a sa carte qui est la LEPI. On va en revenir là tout de suite. Et c'est ma question suivante. Il faut savoir si un citoyen peut-il se refuser d'exercer son droit. C'est-à-dire volontairement, il se refuse, ou bien volontairement, il se refuse d'aller exercer son droit au jour du vote. Le citoyen ne doit pas refuser d'aller voter. Normalement, s'il n'y a rien qui le gêne, comme maladie et autres là, le citoyen doit aller voter pour désigner un candidat, pour désigner quelqu'un qui puisse gérer le pays selon lui. D'accord. Et dites-moi, est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un d'aller voter? Non, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller voter puisque un bon citoyen ou tout citoyen doivent aller accomplir son devoir avant de réclamer ses droits. D'accord? Et aussi, bon, quelque part, nous pouvons comprendre aussi les gens, si en voulant accomplir son devoir et que tu ne retrouves pas ton candidat, et soit ton candidat est frappé par certaines lois, la personne peut choisir librement rester à la maison et ne pas aller voter. Mais empêcher quelqu'un d'aller voter, c'est contre la loi. Une fois tu es attrapé ou bien tu es surpris et dans tes sales besognes, on te prend, tu vas subir le coup. C'est la justice
qui se chargera du reste. Donc, aujourd'hui, tout citoyen est libre d'aller voter, tout comme si tout citoyen est libre de ne pas aller voter. Mais refuser à quelqu'un d'aller voter est injuste. Et dans ce cas, lorsqu'on refuse à quelqu'un d'aller accomplir son devoir civique, quel coup de la loi qui peut le frapper? Je dis là que celui qui fait cela tombe sous le coup, tel que je l'ai dit, de la loi et de l'article 243 du Code pénal qui dit « Lorsque par attroupement, voie de fait ou menace ». D'accord? Si je dis voie de fait, c'est une expression qui veut dire un comportement ou un acte qui porte atteinte à une personne contre ses droits. D'accord? Oui. Donc, celui qui fait cela... Au cas où quelqu'un empêche, par exemple, son concitoyen d'aller accomplir son devoir civique le jour de vote, quel coup des lois qui peut le rattraper après? Ah, monsieur le journaliste, c'est très bon. Je dis là, celui qui fait cela tombe directement sous le coup de la loi et l'article 243 du Code pénal qui dit lorsque par attroupement ou par voie de fait, si je dis par voie de fait, peut-être d'autres ne vont pas comprendre, c'est-à-dire un comportement ou un acte qui porte atteinte à une personne par ses droits. On a empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques. Chacun des coupables est puni d'un emprisonnement de 6 mois au moins et de 2 ans au plus, et de l'interdiction du droit du vote, d'élection et d'éligibilité pendant 5 ans au moins et de 10 ans au plus. Ah là, c'est lourd. Je reviens un peu sur un citoyen qui peut-être refuse d'aller voter. On peut. Oui. On peut refuser. Je peux refuser. Je peux m'interdire moi-même d'aller voter. Pourquoi? Je ne parle pas de celui qui peut interdire à l'autre, mais je vis moi-même, je peux m'abstenir de voter. Et pourquoi donc? Très bien, monsieur le journaliste. Si par exemple, l'atmosphère autour des élections, des préparatifs jusqu'au jour du scrutin ne me permet pas d'être libre, je préfère rester à la maison que d'aller me faire scandaler ou d'aller voter un bulletin nul, par exemple, au lieu de choisir un candidat. Je m'explique correctement. Si, par exemple, j'ai un candidat qui est recalé, par exemple, et que je sais que par rapport à son projet de société, ça, il est bien. J'avais déjà choisi ça. Mais dans le déroulement, la campagne et tout ça là, il y a eu des événements de menaces, de tout ce que nous voyons, tout ce que nous disons là. Et que je sais que ce jour-là, moi-même, je ne serai pas libre. Où tout ce qui se passe autour de ce site de vote ce jour-là, il y aura peut-être la bagarre ou des menaces, ou c'est partout des forces de sécurité, des armes de droite à gauche. Moi, je préférerais rester à la maison que d'aller voter. Et je peux en même temps, parce que je ne serai pas en la face du monde, je peux dire à ma famille de ne pas sortir. Ah bon? Parce que c'est moi qui commande ma famille, par exemple, parce qu'il y a de l'insécurité autour du site de vote. Je peux interdire à ma famille ou bien moi-même, je peux m'abstenir d'aller voter. Et là, sûrement, il y aura des limites qui existent pour exercer ce droit de vote. Oui, les limites de droit de vote, c'est que il faut que l'organisation des élections soit apaisée pour que tout citoyen soit libre d'aller voter. Ça, c'est ça, moi, ce que je dis. Ce n'est pas de ma volonté d'interdire ou bien de m'abstenir d'aller voter. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Guillaume Otekotan. Et madame Roba Mondoukbe Jeni, dites-moi, pour exercer ce droit de vote, est-ce qu'il existe des limites? Et monsieur, je rejoins un peu monsieur Otekotan et je dis, s'il est dit à sa famille d'aller voter, ça veut dire qu'il ne veut pas que apporte sa famille. Il a raison, hein? Il a raison, merci. Oui,
Et le code... Et surtout qu'on dit, celui qui accomplit son droit a le droit de recevoir. Donc il faut accomplir ton droit et recevoir après, normalement. Normalement. Voilà il ne devait pas avoir de limite, normalement. Il ne devait pas avoir de limite. Et justement, je veux dire, pour exercer ce droit de vote, et aujourd'hui, nous constatons beaucoup de choses. Et comme vous le savez, le code nous dit que pour exercer ce droit de vote, il faut être âgé de 18 ans au moins, avoir son nom sur la liste électorale, il ne faut pas être étranger. Ça, là, je le précise, il ne faut pas être étranger, il ne faut pas être condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à 3 mois, assortie ou non d'amende. Les individus privés du droit d'élire ou d'être éligibles par décision de justice, avoir une pièce d'identification, c'est très important. Peut-être que ça sera aussi très important avec vous, monsieur Guillaume. Je clarifie un peu cette partie-là en disant que d'abord, la loi électorale dit que du code qui régit notre pays dit que le citoyen qui a le droit de vote doit avoir 18 ans au moins. Maintenant, il faut avoir, selon la loi, il faut avoir la LEPI. Je n'ai pas affaire de carte d'identité comme aujourd'hui. Parce que j'aurais appris dans les campagnes par des candidats qui disent que tout citoyen qui a, même les étudiants qui ont leur carte d'étudiant, et carte scolaire, ils ont des cartes d'apprentissage, tout ça là. Conduite de permis, ainsi de suite là. Je me suis posé une question pour dire, mais est-ce que tous ceux-là sont inscrits sur la liste électorale? Ceux qui doivent voter par rapport à ça. Je ne sais pas. J'ai appris ça d'un candidat. Donc, est-ce que tous ces citoyens-là, c'est des citoyens béninois? D'accord, je suis d'accord. Mais je ne sais pas, quand j'ai lu la loi électorale, moi je n'ai pas vu permis, carte d'identité scolaire, carte d'identité nationale quand vous êtes représenté. Comme la société civile, vous allez dans d'autres localités, vous pouvez présenter votre carte d'identité avec votre LEPI pour faire cela. Ceux qui sont venus, les consuls et autres là, peuvent aussi présenter leur passeport, ainsi de suite. Mais il faudrait que la loi soit claire. Et c'est ça qui fait que d'autres citoyens s'abstiennent d'aller voter. Parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce que les autorités disent. Et quand je ne me retrouve pas, ce n'est pas que je ne suis pas citoyen, je suis un citoyen. Mais quand je ne me retrouve pas dans ce que le journaliste m'explique, par exemple, tu m'expliques beaucoup, tu m'expliques par exemple, je me retrouve pas dedans, je te dirai, monsieur le journaliste, je vais me taire parce que je ne vous comprends pas. Donc c'est ça ce qui s'est passé pour cette fois-ci. Je ne me retrouvais pas et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, tous ces citoyens dont on a lancé le feu vert d'aller voter, est-ce que tous ceux-là sont inscrits sur la liste électorale? Je ne suis pas sûr. Donc, la loi dit que chaque citoyen qui a l'âge de 18 ans peut voter, mais il doit avoir la LEPI par rapport à l'organisation, il doit avoir sa carte d'électeur. Après ça, ceux qui sont venus d'ailleurs peuvent voter, les recadres peuvent voter avec leur passeport, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on parle de permis de conduire, tout ça là, je n'ai pas compris. D'accord, Madame Robin, vous avez quelque chose? Oui, et je voudrais ajouter à M. Kota qu'il faut avoir une pièce d'identification. Moi, je crois qu'à ce niveau, quand on parle de pièce d'identification, on peut toutefois parler de ces pièces dont vous venez de citer, à savoir la carte scolaire, passeport ou bien permis de conduire. Je crois que c'est possible. Si les consultants ou bien les observateurs peuvent aller voter avec les cartes d'identité, ça veut dire qu'il y a une fiche que les gens remplissent et qui parle de vote par dérogation ou bien vote par... S'il vous plaît, madame, je ne vous coupe pas. Oui. Mais je dis bien, si vous êtes observateur de la société civile, ou vous êtes ceux qui viennent d'ailleurs pour nous appuyer par exemple, et qui sont des observateurs internationaux, ne votent pas. Les autres viennent suivre. Mais nous, en tant que société civile, et en tant que Béninois, nous votons. Mais nous quittons notre localité là où on nous a inscrits. Nous quittons cette localité avec notre pièce d'identification qui est notre LEPI
qui nous permet de voter là-bas avec notre ordre de mission. Je suis d'accord. Ouais. Mais maintenant, là où je dis que je me pose une question, et surtout que vous êtes femme leader politique, je vous pose maintenant la question de savoir, est-ce que vous avez entendu que l'un des candidats a parlé de cartes scolaires, comme les cartes d'apprentissage, les cartes d'étudiantes, ainsi de suite. Vous avez appris ça. Et selon vous, est-ce que tous ces enfants-là, parce que ce n'est pas de grandes personnes. Ce sont des adultes quand même. C'est des adultes. Bon, ces adultes-là, je vous rejoins, monsieur le journaliste, ces adultes-là sont inscrits réellement sur la liste. Parce que si vous n'êtes pas sur la liste et que vous avez votre carte scolaire et que vous n'êtes pas sur la liste et que vous votez, si moi je suis là, je dois dénoncer ça. On vous aurait compris, monsieur Guillaume. C'est ce que je voudrais vous poser comme question. C'est un acteur de la société civile, il faut le comprendre. Si vous êtes sûr que tous ceux qui sont déclarés comme ça là sont inscrits sur la liste, c'est moi ma préoccupation. Vous voyez. Donc, normalement, avant de voter comme ça, il faut avoir son nom inscrit sur la liste. Sur la liste, oui, justement. Vous vérifiez avec ce qu'il a en main et ce qui lui permet de voter, de lui donner les documents lui permettant d'aller. D'accord. Moi, je crois que aujourd'hui, par rapport à ce que j'avais dit, avoir une pièce d'identification, on peut voter tel que les gens l'ont dit. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu parler de la carte scolaire, mais j'ai entendu parler de la carte d'identité, de passeport, de la carte ou bien permis de conduite. Permis de conduire, oui. Mais si, je crois que les membres du bureau de vote ont reçu une formation. Et celui qui avait émis l'idée, c'est sûr qu'il a conçu des documents pouvant les permettre de remplir ces pièces-là. C'est sûr qu'il y a eu un document établi pour les sociétés civiles, bien les observateurs, où on dit dérogation. Dérogation est quoi là? Et c'est certainement de cela, et M. Guillaume est en train de parler. Je disais, c'est sûr qu'il y a un document qu'ils vont remplir, qui va d'ailleurs justifier que c'est avec cette carte que cette personne a voté. Non, ce que je dis, ce n'est pas que je condamne celui qui a dit de voter avec la carte d'étudiant, ou bien la carte scolaire, ou bien permis de conduire. Je ne dis pas qu'il est fautif. Mais je dis, moi en tant qu'acteur de la société civile, est-ce que ceux-là sont inscrits réellement sur la liste électorale? C'est ça, moi, mon inquiétude. Je suis d'accord avec vous. C'est là mon inquiétude. S'ils sont inscrits, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale, c'est là le danger. Oui. Et supposons que moi je suis ACA, que j'ai eu ma carte les pieds à Banté, mais que je suis ACA par exemple à Dassa. Oui, je peux voter. Non, vous allez voter parce que vous êtes inscrit sur la liste électorale et vous êtes encore dans la circonscription, dans votre circonscription électorale. Et supposons que je suis allé à Donga. Il y a un cahier qui vous permet de voter en présentant votre carte l'épi. Oui. Ça c'est clair. Mais dire à la nation, votez avec carte scolaire, votez avec carte d'étudiant. Tous les étudiants ne sont pas inscrits sur la liste électorale? Non, justement, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Si vous êtes d'accord qu'on peut mener ce débat-là, nous allons téléphoner et on va appeler le recteur pour dire est-ce que... C'est intéressant que nous avons... Voilà, merci beaucoup à vous. C'est intéressant que je n'ai pas voulu qu'on coupe cette émission, mais le temps qui nous est donné est imparti. On va donc s'éclipser, on va laisser la tranche à d'autres personnes de venir et donc faire ce qui est de leur droit. Et voilà, qui semble d'ailleurs être clair à tous les citoyens, mais d'autres y ont encore ce qui leur revient comme droit de vote, malgré des nombreuses sensibilisations que font les acteurs politiques dans notre pays aujourd'hui. Le gouvernement qui s'y engage. À cela s'ajoute l'affaire du parrainage qui n'est pas du goût de quelques citoyens. Vous venez de le dire, chers invités, le gouvernement actuel s'engage à tout restaurer afin que tout Béninois à l'âge de voter, qui détient l'une des pièces requises, accomplisse son devoir civique dans la paix. Voilà, cette émission a été réalisée par Avosa ONG avec le soutien de l'USAID et réagir aux données d'alerte et de réaction précoce en Afrique de l'Ouest. Et
Et c'est pour juste parvenir ces messages de sensibilisation qui sont rendus possibles grâce au généreux soutien du peuple américain par le biais de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Mais son contenu relève de la responsabilité d'Avossa et ne reflète pas nécessairement les vues de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. Mesdames et messieurs, nous allons donc partir de ce studio. Mes chers invités, merci d'avoir été les nôtres. Je vous demande de nous revenir prochainement pour d'autres émissions. Merci monsieur le journaliste. Et à la prochaine. Merci à vous et c'est parti pour la prochaine fois.